Bonsoir, il est 19h30. Ça démarre mal. Il est 19h30. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire de l'Institut du Saint-Paris. On essaye de vous tenir informés des évolutions, des prises en charge, de notre prise en charge à l'Institut du Saint-Paris, mais aussi de ce qui se fait de pointu dans les domaines qui nous intéressent, c'est-à-dire la chirurgie du sein et le cancer du sein. Le webinaire ce soir a un titre très général parce que chacun d'entre nous a voulu apporter son domaine d'intérêt en ce moment, ses travaux, ce sur quoi il ou elle travaille. Et le titre est « Cancer du sein, situation particulière », c'est-à-dire des choses dont on ne parle pas toujours, soit parce que c'est considéré comme technique, soit parce que c'est considéré comme un peu vaste, mais en fait, ce sont des sujets qui, à mon avis, sont très importants, qu'il s'agisse de problèmes techniques, chirurgicaux ou de prise en charge. Et donc, il va y avoir 4 orateurs qui vont se succéder. Je vais essayer de présenter dès que j'arrive à partager mon écran. Ça, c'est la partie... Voilà. Donc, ces situations particulières sont au nombre de 4 aujourd'hui, et elles vont vous être présentées par 4 des chirurgiens. Alors, pourquoi je dis chirurgiens? Parce qu'en fait, l'Institut du Sein, c'est 20 spécialistes. Vous connaissez, vous parlez le plus souvent aux chirurgiens, mais ces 20 spécialistes sont groupés dans une RCP. En fait, il y a 22 personnes dans notre RCP qui réunit des chimiothérapeutes, des radiothérapeutes, des anatomopathologistes, des radiologues, des biologistes, et je vous passe. Et donc, sur ces 20 spécialistes que vous ne voyez pas toujours, se retrouvent les 7 chirurgiens, les historiques, Claude Noss, Isabelle Sarfati, moi-même, et puis Jenny Milochaud, Kim de Frémicourt, Anne Sabella et Néloire. Et parmi ces 7 chirurgiens, 4 d'entre nous sont dévolus à la présentation de ce soir. Jenny va commencer en vous parlant de la situation particulière des cancers du sein qui surviennent chez les femmes qui ont eu une augmentation mammaire par prothèse esthétique, et ça arrive de plus en plus souvent. Est-ce que ça pose des problèmes de prise en charge? Anne Sabella va vous parler des délais de traitement. Alors, ce sont les délais de prise en charge initiale et puis ensuite dans la filière de traitement. Claude, qui est vraiment notre grand spécialiste, notre champion du ganglion sentinelle, qui a celui d'entre nous qui a le plus publié sur la technique, va vous parler de nouveaux marqueurs pour le repérage. Et je vais clore la soirée avec le problème difficile de la reprise du travail après cancer du sein. Voilà, donc la parole pour ne pas perdre de temps est à Jenny Milochaud, cancer du sein et augmentation mammaire préalable. Merci Krishna. Bonsoir, alors je vais partager mon écran, si vous pouvez me dire si c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Ok, donc j'ai voulu parler ce soir effectivement d'un cas particulier qui est le traitement conservateur après augmentation mammaire. Donc, la chirurgie d'augmentation mammaire est la chirurgie esthétique la plus réalisée. On estime que 320 000 femmes sont porteuses de prothèses. Ça n'a pas d'impact sur le risque de cancer. Et si le risque de cancer est d'une femme sur 8, alors ça va concerner environ 40 000 femmes. Donc, ce n'est pas si rare que ça. On a bien prouvé la sécurité oncologique du traitement conservateur consiste à faire une tumorectomie versus faire une mastectomie. On a montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de survie. Là, on parle bien des patientes qui sont traitées, qui n'ont pas d'augmentation au préalable. Donc, il y a beaucoup d'études dessus. Ces patientes qui ont un traitement conservateur ont un meilleur résultat esthétique et bien sûr un bénéfice psychologique d'avoir eu un traitement conservateur et non une mastectomie. Alors, sur augmentation mammaire, quelle est la stratégie thérapeutique en cas de cancer? Est-ce qu'on doit faire un traitement conservateur ou une mastectomie? Eh bien, il y a peu de données dans la littérature et les recommandations nord-américaines poussent plutôt à la réalisation d'une mastectomie pour ces patientes. Quels sont leurs arguments pour réaliser une mastectomie d'emblée en cas de cancer sur prothèse d'augmentation mammaire? Eh bien, ils disent qu'il y a des difficultés de faisabilité de la tumorectomie et de réaliser la biopsie des ganglions sentinelles,
car il serait d'après eux difficile d'avoir des marges saines, c'est-à-dire des marges de sécurité autour du cancer sur des seins qui, par définition, ou a priori sont de petits volumes puisque ces patientes se sont fait augmenter, qui auraient eu des difficultés d'identification du ganglion sentinelle et des risques très élevés de complications post-opératoires. Ces patientes qui ont un cancer et un traitement conservateur vont être irradiées et ils disent que les coques vont être systématiques. Qu'est-ce qu'une coque? C'est ce que vous pouvez voir sur l'écran sur le sein gauche. C'est une fibrose qui va se faire autour de la prothèse et qui va la rendre figée et voire même dans certains cas douloureuse. Et donc, ils estiment que le résultat esthétique sera forcément médiocre. Alors, à l'Institut du sein, comme l'a expliqué Krishna, on fait de la chirurgie cancérologique, mais aussi de la chirurgie plastique. Et donc, le cas de cancer du sein sur prothèse d'augmentation est une situation que nous rencontrons assez fréquemment. On a regardé la littérature et on a constaté qu'il y avait finalement assez peu de données sur la proposition de traitement conservateur sur prothèse d'augmentation, qui est l'attitude qu'on essaye de privilégier à l'Institut du sein Paris. On a donc alors décidé avec l'ensemble des chirurgiens et les radiothérapeutes de reprendre l'ensemble de nos patientes qui avaient présenté un cancer du sein sur prothèse, de voir leur suivi sur quasiment 5 ans et de les réévaluer esthétiquement. Et on a donc ainsi publié la plus grosse série de traitements conservateurs après augmentation mammaire, et j'en profite pour remercier le docteur Lesniak. Donc, à l'Institut du sein Paris, entre 2003 et 2018, on a eu 85 cas de cancer sur augmentation mammaire. Et parmi ces femmes, 59%, donc près de 60% des patientes, ont pu bénéficier d'un traitement conservateur. Les autres ont eu une mastectomie, mais 60% ont eu un traitement conservateur, car on a pu définir l'indication sur les mêmes critères qu'un traitement conservateur sur un sein non augmenté, c'est-à-dire qu'on tient compte de la taille du cancer par rapport à la taille du sein, à la taille de la glande qu'a la patiente, et bien sûr du choix de la patiente. Alors, nous avons regardé s'il était faisable de faire le ganglion sentinelle chez les patientes après augmentation mammaire. Dans notre étude, nous avons retrouvé dans 100% des cas l'identification du ganglion sentinelle par double détection isotopique et bleue. Concernant la faisabilité de la tumorectomie, eh bien, nous avons des tailles moyennes de tumeurs qui étaient de 12,5 mm, avec une tumeur pour la plus volumineuse qui était de 45 mm. Ça, c'est les résultats de la taille tumorale sur nos pièces opératoires. 92% de nos cancers étaient des cancers invasifs. Et quand on a regardé chez ces patientes combien avaient des marges positives, c'est-à-dire des marges insuffisantes autour de la tumeur, eh bien, c'était le cas de 7 patientes, soit 14% de nos patientes. Comment ces 14% de patientes ont été traitées puisque les marges étaient insuffisantes? Eh bien, pour 4 patientes, on a fait une réexcision, donc toujours un traitement conservateur, mais en enlevant un peu plus large. 3 ont eu une mastectomie, ce qui correspond à 6% de mastectomie. Donc, au total, sur toutes les patientes qui ont eu une indication initiale de traitement conservateur, eh bien, 94% des patientes ont bien eu un traitement conservateur. Et donc, la tumorectomie sur augmentation mammaire est bien faisable. Concernant les complications immédiates, eh bien, nous n'avons eu aucune complication. Il a été réalisé 2 ponctions de lymphocèles, qui est une collection de liquide, soit 4%, mais ce n'est pas une complication. Aucune patiente n'a dû être reprise au bloc opératoire pour complications type hématome ou infection. Nous n'avons perdu aucune prothèse et il n'y a pas eu de retard au traitement complémentaire et donc à la radiothérapie. Concernant les résultats oncologiques, on a eu un suivi de 51 mois. Les récidives locales à 5 ans étaient de 2,3% et le risque de métastase à 5 ans de 2,2%. Concernant les coques, qui étaient décrites comme systématiques et donc une indication de mastectomie. Alors, comment on évalue cette coque, donc cette fibrose qui va se former autour des prothèses? Eh bien, il y a une classification, la classification de Baker, qui va de 1 à 4.
1, le sein est normal, souple, non déformé, non douloureux. 2, le sein est un peu plus ferme que la normale. 3, le sein est dur et déformé. Et 4, le sein est dur, déformé et douloureux. Donc, les coques les plus gênantes, esthétiquement ou douloureuses, sont les 3 et les 4. Nous n'avions eu aucune coque Baker 4 et nous avons eu 34%, soit 15 patientes, qui ont eu des coques Baker grade 3. L'intervalle entre radiothérapie et la survenue d'une coque était de 23 mois. Et quand on a analysé les données en sous-groupe chez ces patientes qui développaient une coque, le seul élément de différence était la technique d'irradiation. Alors, les patientes qui ont développé une coque, soit 15 patientes, ont toutes eu une proposition de traiter la coque. 5 patientes ont accepté, soit 33% des coques. Quel est le traitement qu'on propose? Eh bien, on fait une capsulotomie, c'est-à-dire qu'au bloc opératoire, on va ouvrir la coque, la capsule qui s'est formée autour de la prothèse, et on leur a fait un seul filling, qui est une injection de graisse autour de la prothèse. Et sur ces 5 patientes, 4 ont eu une amélioration nette de leur coque. Le taux de coque résiduelle à la fin de notre étude était donc de 25% après ces patientes qui ont donc eu un bénéfice du traitement de la coque. On voit en bas l'évolution. Là, en A, la patiente, on voit la zone du cancer traité. En B, on voit que le sein gauche est plus remonté, plus figé, elle a eu une coque. Et en C, c'est le traitement après filling et capsulotomie. Et on voit qu'elle a une très bonne symétrie et que la coque a disparu. Concernant les résultats esthétiques, on a été 3 évaluateurs indépendants à évaluer le résultat esthétique des patientes. Le score allait de 5 excellents résultats à 1 très mauvais résultat. 37 patientes ont pu être évaluées et près de 70% des patientes avaient un résultat de bon à excellent. Et si on considère les résultats de moyen à excellent, on était même à 80% des patientes. Donc de très bons résultats esthétiques, comme vous pouvez le voir sur ces photos pré- et post-opératoires. Donc en conclusion, la tumorectomie, le traitement conservateur sur prothèse d'augmentation mammaire est possible, puisqu'on a vu que dans 94% des cas, la proposition était le traitement donc définitif réalisé à ces patientes, qu'il était tout à fait possible de détecter le ganglion sentinelle, puisque dans 100% des cas, on a détecté le ganglion sentinelle. Il n'y a eu aucune complication. On a prouvé la sécurité oncologique avec le suivi de ces patientes. Le taux de coque était de 34%, mais on a vu que lorsque les patientes étaient traitées, 4 sur 5 avaient eu une nette amélioration de leur coque. Le résultat esthétique à long terme est bon. Les patientes sont satisfaites de ce traitement et on évite ainsi quand même, et c'est non négligeable, une mastectomie et une mutilation inutile. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jenny Milochaud. Vraiment, c'est une super présentation. Je veux insister sur la qualité du travail de Jenny et de toute l'équipe de l'Institut du Sein, parce qu'en fait, quand on a démarré ce travail il y a à peu près 5 ans, il n'y avait aucune publication au monde qui montrait plus de 20 à 30 traitements conservateurs. Et la plupart des conférences de consensus, qui veut dire quand même que les conférences de consensus, il faut voir sur quoi c'est basé, recommandaient dans ces cas-là une mastectomie avec reconstruction immédiate. Et on était tellement choqués, nous, Français, et un peu à la pointe en matière de chirurgie du sein, de voir ce que recommandaient nos collègues nord-américains, qu'on a repris tous ces dossiers et qu'on a fait la plus grosse publication qui montre qu'en fait, ce consensus n'a pas lieu d'être. D'ailleurs, on pourra revenir sur les consensus qui sont des dogmes admis par ceux qui les éditent. Merci beaucoup, c'est vraiment une présentation très intéressante qui change la façon de prendre en charge ces patientes quand la tumeur n'est pas trop volumineuse. Deuxième problème qui nous préoccupe, le problème des délais de traitement. Alors, il y a beaucoup de littérature sur les délais de traitement dans la presse généraliste et dans la presse scientifique. Et c'est Anne Sabella-Ollier qui a pris en charge ce sujet pour faire le point sur ce qu'on sait aujourd'hui des délais de prise en charge en cas de cancer du sein. Anne, à toi. Alors, je suis à vous immédiatement.
On adore ce logiciel, juste le temps de passer le diaporama, c'est le seul truc qui est un peu long. Mais sinon, Exactement. c'est un logiciel qui est très bien. Il y a juste un petit temps de latence. On devrait trouver un jingle au moment où on passe les diapos. Voilà. Jingle! On y est, on est à 52%. Excusez-moi, ça prend un tout petit peu plus de temps que escompté, mais ça arrive tout de suite. Donc, je vais vous parler des différents délais de traitement, ce qui existe dans la publication, ce qui a aussi été mis en évidence en France. Il y a eu un audit en 2011 qui a été fait par l'INCa des pratiques dans 8 régions et qui nous permet d'avoir une petite idée des différents délais qu'on peut retrouver en France, et on va le comparer un petit peu aux données américaines parce qu'eux ont pas mal publié sur le sujet également et sur les différentes études internationales. Alors, dans la prise en charge du cancer du sein, ça vous le savez tous aussi bien que moi, il y a plusieurs étapes. D'abord, une étape d'imagerie avec la réalisation de biopsie, avec ensuite un diagnostic qui conduit à une consultation d'annonce, soit avec le chirurgien, soit avec l'oncologue. Dans une grande majorité des cas, d'abord une chirurgie, éventuellement de la chimiothérapie, éventuellement de la radiothérapie, éventuellement une hormonothérapie. Il y a aussi le cas de la chimiothérapie néoadjuvante, ça je vous en parlerai très brièvement par la suite, parce que pour le coup, on a un peu moins de données sur l'impact des délais concernant la chimiothérapie néoadjuvante. Par rapport au délai au diagnostic, alors il faut savoir qu'en France, on a des délais qui sont assez courts. Dans cette étude de l'INCa, on retrouvait un délai moyen d'accès au diagnostic qui était d'environ 17 jours, avec des écarts très importants en fonction des régions. Il y a un délai qui est plus long dans le cadre du dépistage que dans le cas d'une biopsie sur signe d'appel. Et pour le CCIS, des délais un peu plus longs, mais ce qui est plutôt logique puisque c'est plus souvent des macrobiopsies qui nécessitent des créneaux dédiés un peu moins fréquents. Il n'y a pas de différence en fonction du statut de l'établissement au niveau de la prise en charge sur les délais au diagnostic. Et par contre, je vous disais qu'en fonction des régions, c'est très différent. Le délai avant la chirurgie, donc déjà, il va falloir voir s'il y a besoin d'examens complémentaires et ces différents examens complémentaires vont avoir un impact sur les délais de prise en charge. Si on a besoin, alors ça c'est aux États-Unis, pour le coup, on n'a pas les chiffres en France, mais aux États-Unis, si on a besoin d'une IRM préopératoire, ça rajoute environ 1 semaine. Une cytoponction, ça rajoute 6 jours. Une microbiopsie, ça rajoute 12 jours. Et une macrobiopsie complémentaire, ça rajoute en moyenne 17 jours. Si jamais, en plus de la consultation avec le chirurgien, on veut une consultation pluridisciplinaire, c'est-à-dire que la patiente voit l'oncologue et le radiothérapeute en préopératoire, ça rajoute environ 12 jours. Et si les 3 intervenants sont arrivent à se concerter pour avoir une consultation en un seul jour, ça rajoute 1 semaine de délai à la prise en charge. Bien entendu, le délai entre la consultation d'annonce et la chirurgie va dépendre du type de chirurgie. Plus la chirurgie est lourde, plus la chirurgie est longue, plus on a des difficultés, plus il peut y avoir des difficultés à trouver une place au bloc opératoire. Mettre une chirurgie de type DIEP est plus difficile à mettre dans un emploi du temps qu'une chirurgie de type mastectomie partielle plus ganglion sentinelle. Ça dépend également si c'est une chirurgie simple ou s'il y a une reconstruction mammaire envisagée. En cas de reconstruction mammaire envisagée, c'est des explications plus denses à comprendre par la patiente. Il y a souvent besoin d'au minimum une 2e, voire une 3e consultation avec le chirurgien. Un délai de réflexion entre les différentes possibilités en termes de reconstruction, est-ce qu'elle veut ou non une reconstruction. À l'Institut du sein, on a l'avantage que tous les chirurgiens oncologues soient également reconstructeurs, donc ça permet d'éviter la nécessité d'un 2e intervenant le même jour et également la nécessité d'une autre consultation avec un chirurgien différent. Mais si jamais ce n'est pas le cas dans la structure en question, il y a la nécessité de voir un chirurgien reconstructeur en plus. Les chirurgiens en double équipe, ça rajoute en moyenne 2 semaines environ de délai par rapport à la chirurgie. Et la nécessité de la médecine nucléaire, ça c'est spécial. Aux États-Unis, ça rajoute environ 2 jours sur les délais. En France, on a heureusement des correspondants assez réactifs
et ça a assez peu d'impact, en tout cas à l'Institut du sein. Concernant les délais avant la chirurgie, donc il y a un très grand registre qui est le SSER Medicare, qui est le registre américain. Ils ont fait une étude donc, sur 72 000, un peu plus de 72 000 patientes avec une chirurgie première. Le délai moyen avant la chirurgie est de 46 jours, avec un délai médian de 29 jours. En France, on a des délais qui sont franchement plus courts, avec, sur le rapport de l'INCa, un délai moyen d'environ 22 jours, avec une légère différence en fonction du lieu de prise en charge, avec les délais les plus courts étant dans le privé et les délais les plus longs étant dans les CHU et CLCC. Concernant les délais avant la chirurgie et l'impact sur la survie, les résultats sont très hétérogènes en fonction des études. Les recommandations américaines, c'est d'avoir un seuil à 12 semaines. Dans le registre SEER, ça montre qu'il y a une diminution de la survie spécifique d'environ 24% par mois, avec quelque chose qui est assez progressif. Et globalement, on met un cut-off environ à 90 jours qui représente une perte de chance d'environ 3% sur la survie globale. Il faut savoir que ça reste extrêmement rare d'avoir des délais supérieurs à 90 jours. Pour les Américains, dans leur étude, il n'y avait que 2% des patientes qui étaient opérées plus de 90 jours après le diagnostic. Alors là, c'est les différentes études qui ont été publiées sur cet impact-là. Je ne vous les fais pas en détail, mais effectivement, il y a des cut-offs un tout petit peu différents. Il y a pas mal d'études qui ne montrent pas de différence, mais déjà parce que la majorité des patientes sont opérées assez précocement. Et il y a certaines études qui montrent une légère différence, donc avec une différence en termes de survie, les deux plus grandes étant les deux situées en dessous et qui montrent une différence, ce que je vous disais tout à l'heure concernant la survie, avec une différence d'environ 10% par mois si on augmente le délai entre le diagnostic et la chirurgie. Alors ça, je trouvais ça assez joli, c'est la seule publication sur laquelle il y avait des courbes. C'est le National Cancer Database, donc c'est aussi américain. Et là, ça porte sur pas mal de patientes, ça porte sur 1 200 000 patientes, où ils évaluaient l'impact entre la durée entre le diagnostic et le début du traitement. Donc, vous avez les courbes en orange et en vert qui sont la survie en cas de chirurgie précoce, c'est-à-dire à moins de 60 jours et moins de 120 jours. Et ensuite, les courbes de survie quand on fait la chirurgie un peu plus tardivement, c'est-à-dire après 120 jours. Je vous le disais tout à l'heure, il y a moins de 2% des patientes qui sont opérées plus de 90 jours après le diagnostic. Donc, ça reste un nombre de patients minime, mais n'empêche qu'il y a un impact. Et il y a une vraie différence, une vraie perte de chance des patientes opérées tardivement. Après, c'est une étude sur laquelle il y a énormément de biais parce que souvent, ces patientes qui sont opérées très tardivement, elles vont avoir des facteurs qui font que malheureusement, elles décèdent plus précocement, notamment un mauvais accès aux soins, quel que soit le type de soins, et souvent des conditions économiques fortement défavorables. Il faut savoir que cette étude, elle se base sur toutes les patientes prises en charge un très grand nombre de patientes prises en charge entre 2004 et 2015, donc ça n'a rien à voir avec la pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il y a une différence en fonction du sous-type histologique? Parce que souvent, alors il y a différents types de cancers du sein. Je sais qu'on a une population assez diverse qui nous regarde ce soir. Il y a différents types de cancers du sein. Et ce qu'on se dit parfois, c'est est-ce que des cancers très agressifs, il ne faut pas justement les opérer plus précocement parce qu'il y a une différence importante en termes d'impact. Il y a une étude assez importante publiée par Matteo sur 350 000 patients, donc ça reste des très très grosses cohortes qui ne montrent pas de différence d'impact du délai de la chirurgie, y compris dans les sous-types triple négatifs qui sont considérés en général comme les plus agressifs. Par contre, il y a une diminution chez toutes les patientes dans cette cohorte-là. Il y a une diminution de la survie de 10% par mois de délai supplémentaire par rapport au diagnostic. Donc, en fait, il faut opérer toutes les patientes assez rapidement, idéalement dans le mois ou les 2 mois suivant le diagnostic. Mais il n'y a pas plus d'impact sur les types triple négatifs ou HER2.
La deuxième chose qui va influer, ça va être ce qu'on appelle la proposition thérapeutique, c'est globalement la consultation post-opératoire, où on va avoir la patiente avec les différents résultats et avec les résultats également de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Le délai moyen en France est quand même assez court, il est de 17 jours avec un délai médian de 15 jours, avec des délais qui sont à peu près équivalents en fonction des différents centres. Il n'y a pas d'effet de l'âge ou de la taille tumorale sur le délai entre la chirurgie et la consultation post-opératoire, mais c'est légèrement plus important dans les tumeurs infracliniques dépistées dans le cadre du dépistage. Et par contre, il y a une différence importante entre régions. Il me semble que la région la plus rapide, c'était l'Auvergne, et la région la plus lente, la Picardie. L'Île-de-France ne fait pas partie de cet audit, donc nous n'avons pas les chiffres par rapport à ça. Concernant la chimiothérapie adjuvante, alors la chimiothérapie n'est pas recommandée pour toutes les patientes. En France, les recommandations qui sont uniquement, qui sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est 3 à 6 semaines post-opératoire idéalement. La recommandation américaine, c'est pas tout à fait la même façon de l'écrire, mais c'est 120 jours post-diagnostic. Donc, c'est pas tout à fait par rapport au même référentiel. Alors, est-ce qu'il y a un impact entre le délai entre la chirurgie et la chimiothérapie? Il y a You qui a publié une étude sur 1408 patientes qui montrait qu'une chimiothérapie débutée plus de 8 semaines après la chirurgie montrait une diminution de la survie globale et de la survie sans récidive, qui est quand même avec des chiffres assez importants. Et par contre, entre 4 et 8 semaines, dans cette étude-là, on ne montre pas de différence significative. Est-ce qu'il y a une différence entre les différents sous-types? Je vous disais tout à l'heure, il y a différents types de cancers du sein. Globalement, il y a les cancers du sein sensibles aux hormones, qu'on appelle luminaux, donc avec des cancers du sein moins agressifs ou plus agressifs. Les cancers du sein luminaux A, dans cette étude-là, et c'est la seule qui montre ce résultat-là, les cancers luminaux A, c'est-à-dire sensibles aux hormones et peu agressifs, il n'y avait pas de différence significative, quel que soit le délai par rapport à la chirurgie. Mais par contre, il y a un vrai impact du délai pour les cancers du sein sensibles aux hormones agressifs, les triples négatifs et les HER2 amplifiés. Je reviens également sur Matteo et ses 350 000 patientes. Pour lui, il y avait un impact sur tous les sous-types, mais dans les cancers du sein RH positifs, il ne faisait pas de différence entre les luminaux A, c'est-à-dire plutôt peu agressifs, avec les luminaux B plus agressifs. Et là, on montre une diminution relative de la survie de 10% par mois de délai entre la chirurgie et le début de la chimiothérapie. Donc, il y a un vrai impact. Excusez-moi, c'est la même diapo. Donc là, vous avez un résultat concernant la radiothérapie maintenant. Alors la radiothérapie, c'est un petit peu plus variable parce qu'en fonction des études, tous ceux qui ont modélisé, si vous voulez, leur essai n'ont pas du tout choisi les mêmes seuils. Il y a certaines études qui ont choisi un seuil à 8 semaines, d'autres à 12 semaines, d'autres à 16 semaines, d'autres à 20 semaines et d'autres à 6 semaines. Mais globalement, sur l'ensemble des résultats, on ne voit pas de différence significative en termes de survie globale, de survie sans récidive et de récidive locale si la radiothérapie est débutée avant 20 semaines post-opératoires. Ça, c'est bien sûr dans le cas où il n'y a pas besoin de chimiothérapie. Je reviendrai juste après sur les cas où il y a besoin de chimiothérapie. Donc, radiothérapie sans chimiothérapie, je vous disais, délai de 20 semaines post-opératoire. Dès qu'on dépasse les 20 semaines, il semble y avoir une perte de chance. La radiothérapie après une chimiothérapie adjuvante, là, c'est beaucoup plus flou. Les recommandations américaines, c'est de respecter un délai de 365 jours après le diagnostic. Ça vous semble très important, mais en fait, quand on rajoute la chimiothérapie en fonction des schémas de chimiothérapie, on se retrouve assez facilement à 200-250 jours après le diagnostic. Je vous montrerai tout ça sur un diagramme tout à l'heure.
Après, il y a peu d'études, voire pas d'études, qui montrent cet impact un seuil concernant la radiothérapie après chimiothérapie adjuvante, voir s'il y a un impact ou pas. Le délai moyen en France global entre la mammographie et le début de la radiothérapie, dans les cas où il n'y a pas besoin de chimiothérapie, est de 106 jours, donc ce qui respecte à peu près les délais, avec un délai médian de 98 jours et seulement un quart des patientes ayant leur radiothérapie plus de 126 jours après le diagnostic. Alors là, on passe dans une autre stratégie qui est la chirurgie, qui est la chimiothérapie néoadjuvante. Alors, pardon, il y a une petite erreur dans le titre. Ça, c'est les diapos étaient inversés, j'en suis navrée. La chimiothérapie néoadjuvante, donc il y a une étude, alors j'ai trouvé une seule étude sur le sujet, vraiment sur le timing et l'impact du timing entre le début de la chimiothérapie néoadjuvante et la survie, et c'est une étude publiée par Livingstone sur 12 000 patientes, avec la moitié des patientes étant triple négative, un tiers HER2 amplifié, une moitié triple négative, une autre moitié HER2 amplifiée, soit RH+, soit RH-. Le délai médian était de 4 semaines et eux n'ont pas retrouvé de différence significative entre le délai de début de traitement et la survie. Il y a une autre étude qui a été publiée, mais les résultats ne sont pas significatifs, donc je ne l'ai pas mise, qui semblerait montrer qu'un délai un peu plus précoce, c'est-à-dire dans les 31 jours suivant le diagnostic, il semblerait y avoir un léger impact sur le taux de réponse histologique complète à la chimiothérapie, mais sans que ce soit significatif, donc je ne vous ai pas mis cette étude. Par contre, on a des données statistiques intéressantes concernant la chirurgie post-chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire à quel moment doit-on opérer une patiente qui a eu une chimiothérapie néoadjuvante. Il y a eu une méta-analyse publiée par Cullinan en juillet 2021, portant sur 5 études, 8700 patientes, qui montrent qu'il faut opérer les patientes dans les 8 semaines suivant la fin de la chimiothérapie néoadjuvante, ce qui permet d'améliorer la survie globale, la survie sans récidive, mais par contre qu'il n'y a pas forcément un avantage à faire une chirurgie dans les 4 semaines suivant la chimiothérapie néoadjuvante. La survie est identique et il n'y a pas de différence en termes de réponse histologique. Il n'y a pas plus de réponse histologique complète. Donc, je vous fais un diagramme qui résume assez bien, je trouve, concernant la prise en charge du cancer du sein et les différents timings. Entre le diagnostic et la chirurgie, il faut respecter un délai de 90 jours, ce qui semble extrêmement élevé. Et notre objectif est, en tout cas à l'Institut du sein, d'essayer d'opérer les patientes extrêmement rapidement, idéalement dans les semaines 10 jours suivant la décision thérapeutique. Ensuite, le temps entre la chirurgie et la chimiothérapie, je vous disais tout à l'heure qu'il doit être le plus court possible, idéalement dans les 120 jours suivant le diagnostic. Et ensuite, la radiothérapie, on essaye de la faire assez rapidement après la fin de la chirurgie s'il n'y a pas eu de chimiothérapie, et dans les 365 jours s'il y a eu de la chimiothérapie. Je vous montre les délais moyens en France qui correspondent tout à fait aux données internationales, avec une radiothérapie, un ensemble de traitements en cas de chimiothérapie, un délai moyen en tout cas de 218 jours. Les patients n'ayant pas besoin de chimiothérapie, donc on fait une chirurgie dans les 90 jours. Recommandation de la radiothérapie, ça c'est les recommandations US de 365 jours, ce qui n'a absolument aucun sens s'il n'y a pas besoin de chimiothérapie, en essayant de faire les délais les plus courts possibles. Et donc en France, il y a un délai moyen de 106 jours entre le diagnostic, entre la mammographie et la fin de la radiothérapie. Voilà, je vous remercie de votre écoute sur ce sujet assez vaste. Merci Anne. Si on a voulu vous présenter ces chiffres qui peuvent faire tourner la tête avant le dîner et avant l'apéro, c'est qu'en fait, il y a cette sensation de fausse urgence. Et que si vous regardez les données, le bénéfice d'une chirurgie en urgence ou d'une chimiothérapie en urgence, il est nul
on parle bien de voir quelqu'un à 1 semaine versus 3 semaines. Mais la différence, et comme vous le savez tous et toutes, en particulier les patientes, mais les médecins qui nous adressent des patientes à l'Institut du Sein, la différence, ce n'est pas l'urgence du traitement, c'est l'urgence de la prise en charge pour que la patiente se sente prise dans une structure où, à partir de maintenant, on s'occupe de tout. Donc, l'idée, j'ai fait une mammographie, on m'a fait un cancer du sein. Là, on m'a appelé hier soir pour que je voie en urgence demain un cancer du sein de 5 mm qui n'est pas proliférant. Ça ne sert à rien. Bien sûr que ça ne sert à rien. Mais on va la voir quand même demain. Parce que ce qui va être un bénéfice, c'est le fait qu'elle se sente prise en charge dans une équipe hyper spécialisée qui va ensuite gérer les délais. Donc, je pense, et je dis ça pour les médecins qui nous adressent les patients, il faut pas dire c'est urgent le cancer du sein. Anne vous a très bien montré, les Américains, ils considèrent que 90 jours, il n'y a pas de différence entre le diagnostic et la chirurgie, 90 jours ou 60. Mais la différence, c'est de se sentir épaulé par des hyper spécialistes. Donc l'urgence, c'est plutôt d'avoir ce premier contact et on voit les patientes, si c'est nécessaire, dans la semaine. Ensuite, on gère la succession des traitements. Merci Anne d'avoir fait cette mise au point qui différencie l'urgence psychologique de l'urgence médicale. Merci beaucoup. Alors maintenant, place, alors jingle, le temps qu'il fait les diapos tournent, etc. Jingle, Claude. Ça va nous ramener un peu plus loin que la bourboule. En 1994, on était à Curie, Claude et moi, je dis à Claude, il faut qu'on démarre cette histoire de ganglion sentinelle, parce que ça buzz aux États-Unis, Giuliano, Véronique Yanté, ça buzz. En janvier 2000, notre équipe a été la première équipe en France à arrêter les maxillaires pour des patientes sélectionnées à leur proposer une technique de ganglion sentinelle. Je le dis avec bonheur parce que le micro est branché. Là. C'est bon. Voilà, d'accord, je vais peut-être enlever ça. Peut-être que c'est mieux comme ça. Je le dis avec bonheur parce qu'à l'époque, on s'était fait jeter des pierres en disant cette technique du ganglion sentinelle, c'est pas évalué. Bon, 21 ans plus tard, Claude reste l'un des experts français de la technique du ganglion sentinelle et il va nous présenter les évolutions en matière de technique de repérage du ganglion. C'est mieux le son, Anne, ou pas? Bonjour à tous. Je vais vous parler donc de la technique à la mode actuellement. Ah, attendez. Je vais avoir la première diapo. Donc, je vais vous parler de la technique donc actuellement à la mode, c'est-à-dire la fluorescence et le verre d'indocyanine. Donc, c'est une technique que je pratique donc à l'hôpital depuis 4-5 ans et en clinique depuis 2 ans environ. Donc, je me suis eu le temps de faire ma petite expérience. Alors, le verre d'indocyanine, donc c'est la technique de la fluorescence, c'est un produit qui existe depuis très longtemps. Au moins depuis 30 ans, mais jusqu'à présent, il était utilisé par nos collègues ophtalmos, cardiologues ou les pathologues, par voie exclusivement intraveineuse. Mais beaucoup de médecins, de gynécologues s'en servaient aussi pour faire des ganglions sentinelles. Et en fait, il y avait beaucoup d'études qui étaient publiées. Et finalement, à partir de 46 études publiées qui correspondent à un groupe de 6017 patientes, il y a eu suffisamment de poids pour que le verre d'indocyanine ait son AMM pour la voie sous-cutanée. Mais c'est une AMM qui est très récente puisqu'elle date de 2 mois environ. Alors, si on regarde de plus près toutes ces études, il n'y a aucune excellente étude, mais c'est une somme de petites études où il y a pas mal de critiques à dire quand même parce que l'indocyanine est rarement utilisée seule pour la reconnaissance des ganglions sentinelles. On arrive à des taux de détection de 95% avec un nombre de ganglions sentinelles relativement élevé de 2,5 à 2,7 par patient. Et pour les études où l'indocyanine est utilisée seule, il s'agit surtout d'études asiatiques, japonaises ou chinoises. Et on sait que dans cette population, les patientes ont des seins relativement petits et que les taux de détection sont forcément bien élevés. Enfin, toujours est-il, l'obtention de l'AMM pour le verre d'indocyanine valide la fluorescence pour la technique des ganglions sentinelles.
Alors, je vais essayer de vous expliquer en quoi je pense que cette technique va devenir prépondérante par rapport à la technique de référence, qui est la technique combinée isotope plus bleu. Alors, je vais vous rappeler les avantages et inconvénients des isotopes, notamment. Alors, les avantages des isotopes, c'est qu'il y a toujours eu un taux de détection très élevé, de l'ordre de 95% et plus, pour la détection même après délabrement de l'aisselle, c'est-à-dire même après avoir coupé les efférences lymphatiques. Les isotopes, ça permet d'avoir une image en lymphoscintigraphie, parce que ce que vous voyez ici sur cette lymphoscintigraphie, on voit une image dans l'aisselle, mais il faut dire qu'on ne se servait pas beaucoup de... Il y a relativement peu de chirurgiens qui regardaient les images avant d'opérer. Les isotopes, quand c'était injecté en péritumoral, ça permettait de voir des drainages extra-axillaires, comme par exemple sur cette lymphoscintigraphie où on voit un magnifique drainage dans la chaîne mammaire interne. Mais ça intéressait certains chirurgiens, moi par exemple, dans les années 2000. Mais il faut bien dire qu'actuellement, les chirurgiens se cantonnent à la recherche des ganglions sensoriels dans les selles, tandis que tout ce qui est extra-axillaire, c'est du domaine de la radiothérapie. Enfin, les isotopes injectés par un échographiste en péritumoral permettait de faire ce qu'on appelle des SNOL, c'est-à-dire une technique élégante de détection des tumeurs infracliniques. Mais comme ce n'est pas bien coté, les radiologues préfèrent toujours donc, la bonne vieille méthode du harpon. Donc, les inconvénients des isotopes, c'est que la patiente devait se déplacer dans un service de médecine nucléaire, il n'y en a pas tellement en Île-de-France, par exemple, et que surtout aussi, il fallait acheter du matériel dédié qui servait uniquement à cette technique, des sondes qui coûtaient entre 10 et 15 000 euros. Alors, le bleu patent, c'est la méthode originale. C'est la seule méthode qui permet réellement de visualiser les lymphatiques une fois qu'on a incisé. Ça permet de voir quel est le vrai ganglion de sentinelle de premier niveau et de second niveau, technique chère à Krishna, mais en pratique, il n'a pas fait beaucoup de disciples pour ces ganglions de premier et de second niveau. Voilà, donc, enfin, moi, c'est une méthode que j'aime bien, pour moi, c'est la méthode que je préfère. L'idée que Krishna n'ait pas fait beaucoup de disciples peut être contestée par les hindouistes. Mais bon, j'arrête. Enfin, en matière de recherche de différenciation des ganglions sensoriels de premier et second niveau, je disais. Bon, le bleu, vous savez tous, le problème, c'est les chocs anaphylactiques. D'après la littérature, ça arrive dans un cas pour 200. Ça me semble beaucoup, mais bon, c'est ce qui est marqué. On sait aussi que le bleu ne permet pas d'avoir des taux de détection optimum. Ils sont de l'ordre de 80-90%. Bon, simplement, il y avait la possibilité pour le pathologiste de contrôler que les ganglions étaient vraiment bleus ou pas. Mais bon, ça, c'est aussi un détail. Donc, arrive le vert. Alors, le vert, ça a plusieurs avantages. C'est que c'est le seul produit qui permet une visualisation des trajets lymphatiques en sous-cutané, donc avant d'avoir incisé. Vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est très important. Dans les études, ça permet d'un taux de détection beaucoup plus élevé qu'avec le bleu patent, de l'ordre de 95%. Et surtout, le vert, la technique de fluorescence utilise un matériel qui est multi-usagé, puisque le même matériel, les mêmes sondes vont pouvoir servir donc à la fois aux scénologues, mais aussi aux gynécologues, aux chirurgiens digestifs, aux urologues, aux plasticiens, notamment. Donc, les inconvénients du verre, c'est que la technique est assez longue à mettre en œuvre si on veut bien la faire, avec aussi un problème de contamination des instruments. Si vous avez le malheur d'inciser le sein et de polluer vos instruments avec le verre, on ne peut plus se servir de cette méthode. Alors, je vous explique un petit peu comment je fais. Alors, personnellement, je fais un cocktail de vert et de bleu. J'injecte le vert en périaréolaire parce que je sais que dans cette zone, c'est là où il y a le plus de diffusion lymphatique et que je ne vais pas avoir de tatouage. On n'a pas de tatouage donc avec le vert d'indocyanine. Et je mets aussi un petit peu de bleu en intratumoral, en sachant que par cette voie, on a rarement des chocs anaphylactiques puisque ce n'est pas très bien vascularisé. Alors, ensuite,
la chose importante pour la pratique du verre d'indocyanine, c'est qu'il faut masser le sein. Alors, je vais essayer de vous montrer sur une vidéo, si ça veut bien marcher. Donc, on masse le sein et on voit le verre qui progresse, vous voyez. C'est très important d'obtenir le trajet lymphatique et de pouvoir le suivre jusque dans les selles. Vous voyez sur ces images, donc l'injection du verre sur une patiente qui a un sein de volume modéré. L'image principale, donc, on voit le canal lymphatique qui va de l'aréole jusqu'à l'aisselle. Alors, on éteint la lumière, on voit ça. Après, on rallume la lumière, on peut dessiner au besoin sur la peau exactement où est le canal lymphatique et on va le voir s'arrêter à un moment dans le bas de l'aisselle. C'est à cet endroit-là où il faut inciser. Et quand on est dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'on a attendu suffisamment longtemps, à tous les coups, on trouve un ganglion centinelle sans avoir besoin de chercher bien longtemps. Voilà. Alors, si quelquefois ça ne marche pas aussi bien, et quelquefois il faut réinjecter du verre jusqu'à ce qu'on voit bien ce trajet lymphatique. Alors, la fluorescence, donc ça sert pour faire les ganglions sentinelles, mais en fait, l'intérêt, c'est que ça peut aussi servir à d'autres choses. Moi, vous savez que j'aime bien la technique des reverse mapping, et on peut se servir de la fluorescence avec plusieurs produits, parce qu'il n'y a pas que le verre qui soit fluorescent. On peut imaginer des sondes qui permettraient de détecter à la fois le vert, mais aussi le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène étant un produit qui a deux spectres, deux pics. Un pic dans le visible et un pic dans l'invisible qu'on détecte par fluorescence. On peut aussi très bien imaginer qu'on peut se servir du vert pour faire du SNOL, donc en injectant les tumeurs avec du verre. La demi-vie du verre est extrêmement rapide quand on l'injecte en intraveineux, de 3-4 minutes, mais quand on l'injecte en sous-cutané ou en intraparenchymateux, elle est de plusieurs jours. Si vous opérez une patiente une semaine après avoir injecté du verre, le produit est toujours présent. Alors après, il va falloir voir si les radiologues vont accepter de faire des injections à l'avance avec du verre d'indocyanine, en sachant que pour le verre, les allergies sont très rares, de l'ordre de 1 pour 10 000. Enfin, le verre, la fluorescence peut servir également donc, en gynécologie pour d'autres choses. Déterminer les limites d'une carcinose péritonale dans les cancers de l'ovaire, limite d'exérèse d'une tumeur de la vulve, ou bien sûr la viabilité des lambeaux, donc en reconstruction. Donc en conclusion, je dirais que le verre, c'est la technique à la mode. Si vous écoutez ces promoteurs, le verre a les avantages de la méthode combinée, c'est-à-dire un taux de détection élevé et une visualisation des lymphatiques qu'on avait avec le bleu, sans en avoir les inconvénients, c'est-à-dire pas besoin de recourir à la médecine nucléaire et pas d'allergie. Je trouve qu'en pratique, c'est assez long cette technique et qu'il faut mieux l'associer au bleu pour que ça marche de façon satisfaisante. Mais je pense que ça va s'imposer comme la technique de référence, car c'est quand même assez simple et que le matériel est mutualisé. Je vous remercie. Merci Claude. 25 ans après tes premiers travaux sur le ganglion sentinelle, tu es toujours à la pointe. Donc c'est un bonheur de partager ces 25 ans avec toi. Alors, la dernière présentation, vous allez voir, ça nous sort un tout petit peu de la pratique, puisque je voudrais vous parler des problèmes de reprise du travail après cancer. Alors, vous allez dire, il est tombé sur la tête, qu'est-ce qui lui arrive ? Et en fait, c'est un problème majeur parce que de plus en plus de femmes, heureusement, sont guéries de leur cancer du sein. Et on se retrouve à observer des situations où finalement ce problème de reprise du travail devient extrêmement complexe et finalement on gère, Anne vous l'a montré assez bien, la filière diagnostic et prise en charge de traitement rapide. On gère, je crois, de façon de plus en plus professionnelle, perfectionnée et à la pointe, la filière des soins. Et puis ensuite, on dit aux patients, ben voilà, c'est fini. Donc, vous n'avez plus besoin de nous. Et si on regarde les chiffres, on a 60 000 nouveaux cancers du sein par an en France.
donc c'est une femme sur 8. 25% de ces femmes ont moins de 50 ans, donc au moins 25% et bien plus de ces femmes travaillent. Et donc, les taux de guérison augmentent. Vous voyez ici la courbe d'incidence des cancers du sein entre 90 et 2015. Jusqu'en 2015, le nombre de cancers du sein augmentait chaque année en France. Mais la bonne nouvelle, c'est que la courbe de décès par cancer du sein, la mortalité observée diminuait. Et donc, on a de plus en plus de cancers du sein, on en guérit de plus en plus. Et quelles sont les conséquences à la sortie du traitement sur l'activité professionnelle? Alors, je voudrais partager avec vous 5 minutes d'un plateau que j'ai eu la chance de partager, d'être invité avec Myriam El Khomri, qui est notre ancienne ministre du Travail, sur ce problème spécifique des réinsertions des patientes dans la vie professionnelle. Alors, j'espère que la vidéo va passer. C'était à l'initiative d'une association qui s'appelle Santé Claire et qui s'occupe des filières de soins. De jeunes patientes. Donc, si l'un d'entre nous peut me confirmer que ça passe. Par cette maladie et quels sont leurs... Ça passe, Krishna. Ça s'est arrêté. Le retour sur leurs attentes vis-à-vis de leur employeur. Alors, je crois que c'est un élément majeur dont on parle peu. Moi, en tant que thérapeute, chirurgien, cancérologue, je suis très frappé par cette phase de l'après. Très frappé. Et d'ailleurs, ça fait maintenant 2 ou 3 ans que j'essaie de participer à des actions pour la réintégration des patientes dans un milieu professionnel favorable qui va leur permettre d'éviter, d'une part, l'isolement de l'arrêt de travail prolongé, et d'autre part, le pendant, le retour dans un milieu professionnel qui n'est pas préparé à prendre en charge des patients qui ont traversé cette épreuve. Et en gros, pour être très schématique, il y a 2 typologies. Il y a des patientes qui disent « je ne veux pas y retourner, faites-moi un arrêt de travail ». On va faire un arrêt de travail. 1 an. Ah non, mais tumorrectomie, radiothérapie, 5 semaines, pas de chimio. Ah non, je ne peux pas y retourner, c'est trop dur. Donc il y a cette typologie-là. Puis il y a une deuxième typologie qui, moi, m'intéresse particulièrement. C'est les patientes, j'ai la chance de traiter des patientes qui sont dans des entreprises où elles ont des rôles majeurs. Et elles me disent surtout, il ne faut pas que ça se sache. Il ne faut pas que ça se sache. Donc vous me prenez le matin à 7h30 ou le soir à 21h30. Parce qu'il y a la peur de la connaissance du statut. Et là, il y a un travail énorme à faire. Parce que si l'entreprise, mais aussi la société, permet à ces femmes de se réintégrer, il va y avoir pour elles un bénéfice, pour la société un bénéfice, mais surtout, il y a un domaine qui m'est vraiment très cher, j'espère que je vais finir ma carrière en utilisant ça, c'est ces femmes qui vont mieux après dans leur vie personnelle, parce que c'est un cancer dépisté tôt, parce qu'elles ont été traitées par les meilleures équipes, parce qu'elles n'ont pas de séquelles, et qui tiennent une force de ce cancer qui leur permet en particulier, et elles me le disent toute la journée, et c'est aussi un chapitre de ce livre, j'ai trié entre les choses importantes et les choses accessoires. Et ça, c'est une force. Et cette force, je n'ose pas le dire à l'entreprise, mais elle peut être utilisée dans l'entreprise. D'ailleurs, les patientes le disent. Elles disent, moi, je suis mieux qu'avant. Et comment on peut améliorer ça? C'est de la formation au niveau de l'entreprise? Moi, je partage tout à fait les constats. C'est-à-dire qu'il y a 3 éléments. Le premier, l'invisibilité. Donc ça, vous l'avez dit. Et ça, c'est au moins la sensibilisation. En parler, briser le tabou, faire des petites conférences comme on peut le faire sur plein de thématiques dans l'entreprise. Je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus. Le deuxième point, c'est la fatigabilité, on va le dire comme ça, et l'entreprise, c'est la performance. Donc, c'est dire sa fragilité, c'est dire sa vulnérabilité, et on a peur que cette image reste. Je crois que ça, c'est un point extrêmement important, et donc il faut lutter contre cela. Et le troisième élément, c'est que lorsque vous l'avez montré et vous l'avez prouvé, la maladie, elle est variable. Voilà, elle peut partir, elle peut revenir. Et donc, on a toujours comment appréhender cette question aussi on va dire, de la variabilité, on va le dire comme ça. Donc, on voit bien que ces 3 éléments-là rendent les choses un peu plus compliquées. En même temps, on voit bien aussi que, bien souvent, il y a une forme de déni de l'absentéisme. C'est-à-dire qu'on analyse peu les absences longues et
on a l'impression que tout ça est incompressible, qu'on ne peut rien en faire. Et donc, au final, on a un autre sujet qui se pose, c'est la désinsertion professionnelle, vous en avez parlé, et comment on prévient cette désinsertion professionnelle. Alors, vous avez parfois des services RH qui ont peur de prendre des nouvelles du salarié, de peur qu'on soit hors la loi et que derrière... Non, mais c'est une réalité aussi, donc il faut prendre des nouvelles d'un collègue n'est absolument pas interdit par le droit du travail. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Donc, il y a aussi des représentations qui font que les choses semblent beaucoup plus compliquées. La réponse à cela, c'est le management inclusif. C'est la capacité d'adaptation selon les situations. On le sait bien, c'est quand même extrêmement triste de dire que 3 personnes sur 10 ont perdu leur emploi quand même après un cancer. Un cancer, oui, absolument. C'est quand même une réalité et c'est à partir de cette réalité-là, à mon sens, qu'on agit sur des actions de sensibilisation, de prévention. Voilà, donc ancienne ministre du Travail qui montre à quel point le retour à l'emploi est un problème. Et si vous regardez les chiffres, effectivement, 30%, ça ce sont les chiffres tout cancer confondu, 30% des personnes qui ont eu un cancer perdent leur emploi dans les 2 ans après le diagnostic du cancer. Ce non-retour à l'emploi, il touche les plus défavorisés. Là, je suis sur le cancer du sein, ouvrière, employée, non diplômée, emploi précaire. Mais le retour à l'emploi, quand il se réalise, est accompagné d'un sentiment de frustration et de non-reconnaissance lié à l'attitude de l'environnement professionnel. Et ça, nos patientes qu'on surveille comme vous pendant des années après le traitement, ils nous disent « moi, ça a été terrible le retour au travail ». Et les femmes, en plus, redoutent les conséquences néfastes du stress, que je mets entre guillemets, après le traitement du cancer du sein, parce que comme vous le savez, le stress n'augmente pas le risque de cancer du sein et le stress n'augmente pas le risque de récidive, sans parler des difficultés à financer les projets professionnels avec tous les problèmes des crédits bancaires. Et il y a une étude spécifique sur le cancer du sein, qui est l'étude CANTO, Cancer Toxicities, qui est une étude qui a été coordonnée par l'IGR, qui, lorsqu'on ne s'intéresse qu'aux problèmes du cancer du sein, confirme que sur 12 000 femmes traitées par 25 centres, une femme sur 5 n'est pas en activité 1 an après la fin des traitements, la majorité d'entre elles en arrêt maladie. Donc ça montre quand même qu'on est content d'avoir des taux de guérison de mieux en mieux. On dit toujours plus de 90% de guérison pour des petits cancers pris tôt, et on s'aperçoit que finalement une personne sur 3 perd son travail ou est en arrêt de travail prolongé. Alors si j'ai voulu intervenir brièvement sur ce sujet, c'est que je suis convaincu que le médecin a un rôle là-dedans. Le médecin, il a un rôle, notre rôle habituel, c'est de protéger durant la période des traitements, et vous comme nous, on s'acharne à le faire, et c'est ce qu'on essaie de faire à l'Institut du Saint-Paris. On dit toujours, nos patientes, on veut les cocooner pendant la période des traitements. Durant cette période de traitement, je pense qu'on a un deuxième rôle. Le premier, c'est dénoncer toutes les fausses informations. Je parle du stress et du cancer, mais le sucre et le cancer, et les régimes où vous supprimez absolument tout pour ne pas avoir de récidive, mais aussi commencer à préparer un retour à l'emploi. Et pourquoi j'ai mis le 1 en majuscule? Parce que ce n'est pas obligatoirement ce qu'il y avait avant. Ce que j'explique sur ce plateau, et ce que la ministre confirme, c'est que ce n'est pas toujours le même emploi dans les mêmes conditions. Mais le retour doit être encadré, c'est le rôle du temps partiel qui n'est probablement pas assez utilisé, c'est le rôle du lien avec la médecine du travail, et tout ça pour dire qu'en tant que médecin, quand on a une patiente qui n'est pas bien 1 an après, l'arrêt de travail prolongé n'est peut-être pas la solution la plus protectrice. Donc, la reprise du travail, c'est un problème très complexe. J'essaye depuis 1 an ou 2 de m'intéresser à des actions qui ont pour objet d'agir auprès des pouvoirs publics et de l'opinion pour que les femmes ne subissent pas cette double peine de la traversée de la maladie et d'une réinsertion professionnelle contrariée. Je ne vous parle ici que des salariés, parce que c'est un problème qui est plus facilement cadrable que les professions libérales, mais cette notion de double peine, beaucoup de nos patientes nous en parlent. Et les objectifs de nos actions dans les mois et les années qui viennent, ça va être de sensibiliser l'opinion et les pouvoirs publics pour dire qu'après le traitement, les compétences et leur aptitude à travailler, entreprendre et créer des projets sont les mêmes
voire supérieure à celle des autres femmes pour les patientes qui sont encadrées dans cette reprise d'activité et qui n'ont pas de séquelles du traitement. Le cancer du sein traité doit plus être un frein dans les carrières et j'espère que nous allons agir dans les années qui viennent pour que les droits des femmes après un cancer du sein soient les mêmes que ceux des autres femmes dans l'entreprise, dans la fonction publique, vis-à-vis des prêts bancaires et dans leur vie quotidienne. Voilà, je vous remercie. C'est très en dehors de nos présentations habituelles, mais franchement, ce problème de la reprise du travail, je trouve, est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. De plus en plus de femmes sont guéries, avec de moins en moins de traitements lourds pour les cancers dépistés tôt. Et je crois qu'il faut préparer ce retour au travail en tant que médecin pendant les mois. Et Anne vous a montré que les traitements peuvent durer 120 jours ou 130 jours pour les femmes qui le souhaitent. Je vous remercie de votre attention. Voilà, on a fait un webinaire d'1 heure, comme on essaye de le faire. Vous étiez 110 à un moment, vous êtes 90, j'en ai perdu 30 en route, mais je savais que ce topo était un topo qui allait me faire perdre des petits poussets tout le long de ma route. Mais c'était un sujet qui nous tenait tous les 4 à cœur. Le prochain webinaire aura lieu dans 2 ou 3 semaines, probablement un peu plus axé sur la chirurgie plastique du sein. Et je vous remercie. J'ai un problème de son. Alors, j'ai un problème de son, donc je vous dis au revoir comme ça. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée.